Euh, Autre élément aussi, avant qu'on commence véritablement, je voulais vous dire que l'intérêt du Gérontopole des Pays de la Loire pour l'habitat des seniors ne date pas tout à fait d'hier. Et donc là, je vous ai remis juste quelques exemples des travaux qu'on a déjà menés sur cette question de l'habitat des seniors, pas spécifiquement des habitats alternatifs. La première, c'est l'étude Habitat des seniors qu'on a menée en avril 2019, qui est un état des lieux des enjeux de l'habitat des seniors dans les Pays de la Loire. On a aussi accompagné 2 collectivités locales, 2 communautés de communes sur un cap longévité habitat. Et puis, on avait préalablement travaillé, et certains d'entre vous ont fait partie de ce groupe de travail, travaillé sur un guide à l'attention des particuliers pour aménager leur habitat, et 2 guides à l'attention des professionnels, d'une part du bâtiment et d'autre part des services à domicile, pour accompagner les particuliers aussi à se mettre dans cette démarche potentielle d'adaptation de l'habitat. Je rappelle ces travaux-là parce que notamment les guides, tout comme les études, sont en libre accès dès lors qu'ils ont été produits. Donc, vous pouvez sur demande, bien sûr, vous en servir, vous en inspirer, vous appuyer dessus. Dernier point avant que je donne vraiment la parole aux intervenants. Nous avons parmi nos adhérents une association qui s'appelle Hold Up. J'invite les personnes qui ont gardé leur micro ouvert à bien vouloir les fermer, s'il vous plaît. Donc, nous avons, je disais, parmi nos adhérents, une association qui s'appelle Hold Up et qui, à l'échelle nationale, a mis en ligne récemment une enquête qui s'adresse à toutes les personnes de plus de 62 ans et qui porte sur quel cadre de vie voulons-nous pour nos vieux jours. Donc, je me fais le relais de cette enquête. Je vais vous mettre le lien dans la conversation pour que vous puissiez retrouver l'enquête, y répondre vous-même si vous vous sentez concerné, et aussi, je n'ai plus mon partage, y répondre vous-même si vous vous sentez concerné, et aussi diffuser largement, largement l'enquête. Donc normalement, vous devez voir réapparaître le support que je partage. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que quelqu'un pouvait prendre la main sur mon support. Voilà. Non, il ne veut pas se partager en fait. Est-ce qu'on est trop... Ah si, voilà, le voilà. Ça a l'air bien long à charger. Il faut rester patient. Donc, je disais l'enquête Hold Up, je vais vous la mettre en ligne. Et enfin, ce qui me restait à vous présenter, c'était le programme de la soirée. Alors, est-ce que vous le voyez en grand écran? Parce que moi, sur mon écran, ça n'apparaît pas correctement. Thomas, tu peux me dire? C'est bien. Oui, c'est bon? OK, merci. Donc, le déroulement de la conférence, il est le suivant. On va avoir bien sûr une introduction par le docteur Vincent Oudaoudia, qui est le président du Gérontopole des Pays de la Loire, et ensuite par Claude Galvez, qui est responsable. Je pense qu'il y a des micros d'ouverts. Est-ce que vous pouvez les fermer, s'il vous plaît? Merci. Et donc, je disais, après l'introduction du docteur Vincent Oudaoudia, une introduction par Claude Galvez, qui est responsable réseau territoire ouest à la direction action sociale retraite de Malakoff Humanis. Ensuite, nous aurons l'intervention, comme prévu, de Karine Féniès, responsable de l'Observatoire de la CRES des Pays de la Loire. Et puis, la présentation de la plateforme API par Monsieur Roland, directeur Grand Âge et Autonomie à la direction des politiques sociales de la Caisse des dépôts.
Ensuite, nous garderons un temps environ de presque une demi-heure sur des questions-réponses. Et puis, je reviendrai pour conclure sur la date du premier Colabinov Habitat Inclusif qui démarrera fin septembre. Voilà pour le programme. Je vais donc laisser la parole au docteur Vincent Oudaoudia pour qu'il puisse introduire ce temps. J'ai l'impression, alors Thomas, je ne sais pas si tu peux m'aider, je n'ai pas l'impression de pouvoir arrêter mon partage. Je n'ai pas la petite croix qui permette d'arrêter le partage. Très curieux. Tu peux peut-être prendre la main, je ne sais pas. Hop. Arrêter la présentation. C'est bon? Voilà, très bien. Merci. Vincent, je vous laisse la parole. Merci Elisabeth. Bonjour et bienvenue à tout le monde, mesdames, messieurs, chers adhérents, chers partenaires et chers amis. En tant que président du Gérontopole des Pays de la Loire, je suis heureux de vous accueillir à ce nouveau Colabinov dont le thème est consacré aux habitats alternatifs. La constitution d'un Colabinov est toujours une nouvelle aventure pour le Gérontopole des Pays de la Loire et la réunion de lancement du Colabinov Habitat Alternatif est un moment important car il marque le départ d'une aventure passionnante et prioritaire en cette période charnière de la transition démographique de notre pays, car nous entrons dans la phase de l'acmé de cette modification de la structuration de la population. Cette modification qui va culminer vers 2027-2035. Les Colabinov sont des groupes de travail et de réflexion qui réunissent les adhérents et les partenaires du Gérontopole pour mettre en place des initiatives collaboratives sur la région dans des domaines divers ayant un rapport avec la longévité et dont l'intérêt est de répondre aux attentes et aux besoins des personnes âgées et de leurs aidants. Cela répond à la finalité et aux objectifs du Gérontopole, qui sont d'être un lieu de rencontre, de convergence et de concertation des collectivités territoriales, des entreprises, des associations, des laboratoires, des écoles, des universités et de tous les acteurs locaux ou régionaux portant des initiatives en faveur du bien vieillir. D'être une structure en charge du montage, de l'accompagnement ou de la réalisation de projets et d'études d'intérêt général concernant le vieillissement, d'être un centre de ressources et d'expertise complémentaires accessibles aux entreprises, aux collectivités, aux associations pour accompagner leurs projets innovants. Dans cet esprit, nous avons développé des réunions et des groupes de travail que sont les cafés des adhérents, au cours desquels un adhérent du Gérontopole vient présenter son projet ou son axe de développement et se fait challenger par d'autres adhérents. Ceux-ci pouvant déboucher sur des Colabinov au cours desquels, de façon plus prolongée dans le temps, une concertation sur un thème permet d'approfondir le domaine. Plusieurs Colabinov sont déjà fonctionnels sur la dénutrition, sur la mobilité dans les territoires et d'autres sont à venir. Parallèlement, des actions sont en cours et ont déjà été réalisées comme des études sur le vieillissement dans les Pays de la Loire avec un focus au niveau infradépartemental et à l'échelle des communes ou des communautés de communes, la constitution d'un réseau partenarial régional visant à simplifier les projets d'aménagement de l'habitat individuel des personnes âgées, des ateliers pour prendre en compte les évolutions et l'attractivité des métiers au service du grand âge, les nouvelles compétences à acquérir, les propositions de nouvelles modalités de formation. L'accompagnement et la mise en place dans les 5 départements de la région d'un programme d'activité physique adapté aux différents publics de seniors identifiés, la mise en relation des adhérents du Gérontopole avec des usagers intéressés et l'organisation de rencontres dans le cadre de notre club régional des usagers. Tous ces travaux et bien d'autres, comme vous l'a dit Elisabeth, sont consultables sur le site internet du Gérontopole
et sont libres d'accès. Le Colabinov d'aujourd'hui fait suite donc à une étude menée à partir de 2019 par les experts du Gérontopole avec de nombreux partenaires sur l'état des lieux et les enjeux de l'habitat des seniors dans les Pays de la Loire. Cette étude est aussi sur le site internet. Habitat inclusif, habitat partagé, habitat accompagné, colocation, les termes et les propositions sur le sujet de l'habitat des seniors sont nombreuses et pas toujours bien comprises. Mais revenons sur le terme habitat. Il vient du latin habitatio, qui veut dire logement, et correspond bien au lieu dans lequel on demeure. Pourtant, on dit aussi de quelqu'un qu'il est habité par une passion, qu'il est habité par sa fonction. Et dans ce cas, cela vient du latin habitare, qui veut dire vivre. On voit le lien dans lequel le lieu de résidence est en même temps un état de la personne, une manière d'être, une manière de vivre. Alors ne soyons pas étonnés que le domicile, objet matériel, soit si étroitement intriqué avec le sentiment d'exister, concept affectif si important pour l'équilibre psychique de chacun d'entre nous, et en particulier dès la personne âgée. Je vous engage à garder ce syllogisme en fil conducteur de vos travaux. Je voudrais rappeler que ce Colabinov a été organisé grâce au soutien actif d'un de nos adhérents, Malakoff Humanis, et je veux ici les remercier vivement, en particulier Madame Pascale Petit, qui est membre de notre conseil d'administration, et Monsieur Claude Galvez, responsable du réseau interrégional Ouest de l'action sociale de Malakoff Humanis. Nous avons la joie de voir plus de 210 personnes inscrites à cette réunion, et actuellement on est aux alentours de 110, donc d'autres vont nous rejoindre en distanciel, et je remercie vraiment les orateurs qui vont intervenir. Madame Karine Féniès, responsable de l'Observatoire de la CRES, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire des Pays de la Loire, qui parlera sur l'état des lieux des habitats intermédiaires en Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et une partie de la Vendée. Et Monsieur Loïc Roland, directeur Grand Âge et Autonomie de la direction des politiques sociales de la Caisse des dépôts, qui nous parlera de la plateforme API. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Elisabeth Artaud, qui est la responsable du département territoire et formation du Gérontopole, qui va animer ce webinaire. Je ne peux pas rester avec vous, ayant une autre réunion prévue antérieurement à celle-ci et qui commence dans quelques minutes, et vous voudrez bien m'en excuser. Je voudrais vous souhaiter un moment riche en informations et en débats pour apporter des réponses aux nombreuses questions qui se poseront certainement. Merci pour votre attention. Et Elisabeth, je vous laisse la parole et bon travail à tout le monde. Merci beaucoup Vincent, merci pour cette belle introduction et j'espère qu'effectivement on gardera en fil conducteur cette notion de, plus que cette notion, ce sentiment d'exister qui est si important quand on aborde la thématique de l'habitat. Donc je vais passer la parole à Claude Galvez pour Malakoff Humanis, sans qui effectivement cette aventure n'aurait pas lieu. Monsieur Galvez. Merci Elisabeth, bonjour à tous. Merci Monsieur le Président pour cette mise en lumière et cette introduction. Peut-être vous dire rapidement deux mots sur ce que nous sommes à Malakoff Humanis. C'est un groupe de protection sociale qui exerce deux métiers, l'assurance et la retraite complémentaire pour le compte de l'Agirc-Arrco. Nous représentons à peu près 40% du régime complémentaire. Notre groupe, il n'a pas d'actionnaire. L'ensemble de nos bénéfices est réinvesti au profit de nos clients puisque nous sommes un groupe paritaire, mutualiste à but non lucratif. Et donc, comme je vous le disais, tous nos bénéfices sont réinvestis en termes de services ou d'accompagnement social pour soutenir des causes d'intérêt général que nous défendons, telles que le cancer, les aidants, le handicap ou le bien vieillir, qui sont des domaines très larges et très largement exploitables. Nous développons aussi, grâce à notre réseau de proximité, puisque moi-même j'anime un réseau sur tout le Grand Ouest qui va de la Normandie jusqu'au Pays de Loire, et ainsi de suite sur l'ensemble du réseau national. Nous avons ce réseau de proximité sur les territoires, donc, et nous nous appuyons aussi sur un réseau de partenaires importants, dont le Gérontopole des Pays de Loire, avec qui nous sommes un partenaire maintenant, on peut dire, historique,
et avec qui nous travaillons main dans la main depuis déjà quelques années sur beaucoup de sujets. Et un nouveau sujet qui arrive encore cette année sur lequel on va travailler, qui est l'habitat, et vous l'avez bien introduit tout à l'heure. Nous soutenons également beaucoup de projets qui permettent justement d'accompagner les parcours de vie dans l'avancée en âge de nos retraités, puisque notre mission à nous sur le territoire, c'est d'accompagner nos retraités pour qu'ils vivent mieux le plus longtemps possible, dans la mesure du possible à domicile, mais parfois on connaît aussi les limites du domicile, et parfois on réfléchit à comment on les accompagne un peu plus loin, comment on va un peu plus loin avec eux, en les rendant aussi acteurs de leur retraite. C'est essentiel aussi dans les démarches que nous réalisons. Concernant l'habitat, c'est un sujet qu'on a investigué déjà dans le groupe depuis quelques années. Alors c'est vrai qu'on y allait il y a quelques années un peu à tâtons en regardant ces initiatives qui se créent de ci, de là, puisque beaucoup d'initiatives germent, parfois très bien structurées, parfois un peu moins structurées. On a eu l'occasion d'examiner différents projets qu'on a accompagnés également sur différentes phases, mais également, comme je vous le disais, plutôt à tâtons, puisqu'on manquait nous-mêmes d'expérience dans ce sujet-là. Alors c'est vrai qu'au fil des projets qu'on a soutenus, on a commencé à gagner un petit peu plus en connaissances, en compétences sur ces sujets-là. On s'est fait accompagner aussi par des partenaires et des professionnels. Nos retraités nous ont beaucoup appris aussi sur leurs attentes, bien évidemment, parce que c'était essentiel, comme je le disais, de les associer dans ces démarches, puisque c'est réfléchir aussi à leur future habitation. Et dans ces types d'habitat participatifs et inclusifs, si les futurs habitants du lieu ne sont pas associés au début de la démarche, c'est compliqué ensuite de les faire venir. Ça, on a pu le constater dans plusieurs initiatives qui ont pu voir le jour sans cette association d'usagers. On voit qu'aujourd'hui, les difficultés sont plutôt pour remplir. Après, les sujets aussi c'est comment on renouvelle, etc., l'habitat. Ce n'est pas des sujets simples, des sujets qui peuvent paraître simples au prime abord. On s'aperçoit quand même que c'est des sujets qu'il faut appréhender, préparer. C'est des vrais projets de vie, des vrais projets également pour les communes qui décident de s'inscrire dans cette démarche, et aussi des sujets pas simples et plutôt compliqués même pour les porteurs de projets, puisqu'il faut mobiliser quand même beaucoup d'acteurs autour de ces projets-là. Alors aujourd'hui, tous ces efforts qu'on a réalisés dans le groupe depuis ces quelques années, avec toujours cette capacité à innover sur des sujets différenciants, ont aussi servi à nourrir notre fédération Agir Carco, qui aujourd'hui a repris aussi dans ces sujets l'habitat accompagné, participatif et inclusif, pour changer un petit peu également l'offre qu'on pouvait pousser à tous les retraités Agir Carco, qui représentent 80% des retraités France entière, et comment on pouvait leur proposer aussi des alternatives entre ce qu'on finançait auparavant, qui était plutôt le maintien à domicile, avec les limites qu'on connaît, après la résidence autonomie, mais après, inéluctablement, dès qu'on avait besoin d'une assistance médicale, on les dirigeait plutôt vers des EHPAD. Aujourd'hui, l'Agir Carco a pris en compte également ces nouveaux habitats, formes d'habitat alternatifs, et va les intégrer dans son prochain programme d'orientation prioritaire qui verra le jour en 2023 jusqu'en 2026. Ces orientations prioritaires sont en cours d'écriture. On sait d'ores et déjà que ce sujet sera intégré dedans. Les modalités de financement sur ces projets ne sont pas encore tout à fait abouties, mais elles sont en cours d'écriture. Et quand justement le Collab qui sera lancé à l'automne prochain, à la rentrée prochaine, sera l'occasion de vous donner justement des informations sur ces sujets-là, puisque là, du coup, c'est toute la communauté Agir Carco et tous les financements réunis de tous les groupes de protection sociale de l'Agir Carco qui pourront soutenir ces projets de manière un peu plus massive que ne pouvait le faire un seul groupe isolé de son côté. Donc voilà aussi tout l'intérêt que nous avons, justement, nous, à soutenir cette démarche, et on est assez fiers d'avoir été, si on peut le dire, un peu précurseurs dans ce domaine. Et en tout cas, on voit bien que ça répond à un besoin des personnes aujourd'hui de vivre autrement leur habitat, en les associant, et j'insiste là-dessus parce que c'est essentiel dans ces projets que les habitants soient associés au même titre que les communes et les autres acteurs et collectivités. Voilà ce que je pouvais en dire, Elisabeth, sans avoir été trop long. J'espère que je suis rentré dans mon timing et que je n'ai pas retardé les interventions. Merci beaucoup, Monsieur Galvez. Bien sûr, voilà, ce temps de webinaire, c'est un temps contraint sur 2 heures, mais le Collab Innov permettra de prolonger, et donc aussi vous permettra aux uns et aux autres, si vous êtes intéressés, d'avoir de nouveau des échanges, surtout plus approfondis avec les uns et les autres. En tout cas, merci beaucoup pour cette introduction. Je vais donc passer la parole à Karine Féniès, puisque dans notre programme, d'abord une présentation par Karine Féniès de l'Observatoire
de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, d'un travail qu'ils ont mené grâce à la Caisse des dépôts régionale. Mais Karine va vous présenter les choses de manière plus approfondie. Et puis ensuite, donc une quinzaine de minutes pour Karine. Là aussi, je vais essayer de faire le maître du temps. Et ensuite, une intervention plus longue de la part de Monsieur Roland pour la Caisse des dépôts, cette fois-ci nationale. Karine, je te laisse, si tu veux, partager ton support. Et... Je le fais tout de suite. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous voyez ma slide? Très bien, très bien. Est-ce que tu peux agrandir? peut-être agrandir un peu? Comme ça? Oui, alors Ok. voilà, Ouais. voilà. Ok. Très bien. Donc peut-être en introduction, donc je suis Karine Fénès-Dupont, je suis responsable de l'Observatoire à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et également en charge de la structuration et l'animation de filières. Dans le cadre de ces travaux, nous avons lancé un groupe de travail qui rassemble un certain nombre d'acteurs et d'actrices qui sont sur le sujet du bien vieillir. Donc, bien vieillir au sens très large du terme, autant des centres de formation que des réseaux du secteur sanitaire et social, des structures qui sont vraiment dans ce domaine d'activité. Donc, majoritairement associatifs, mais aussi mutualistes, parce que pour rappel, l'économie sociale et solidaire rassemble l'ensemble des entreprises associatives, coopératives, des mutuelles, des fondations. Et donc, sur le champ du bien vieillir et donc du coup des activités autour des seniors, le secteur de l'économie sociale et solidaire rassemble plus de 22 000 emplois en Pays de la Loire, donc ce qui représente aussi une grande majorité de l'économie sociale et solidaire sur le secteur du bien vieillir et de aide à domicile ou établissements médico-sociaux ou encore acteurs de la lutte contre l'isolement social. Donc, dans le cadre de dans ce contexte-là, il était important et plusieurs de nos adhérents et structures associatives et coopératives mutuelles nous avaient aussi sollicité pour pouvoir prendre aussi le sujet à bras-le-corps autour du bien vieillir. Pour rappel, on participe aussi, et je remercie vivement le Gérontopole de nous avoir associés à ce webinaire. On participe aussi au comité de pilotage régional de la filière Silver Economy, aux côtés de la région, du Gérontopole, de la Chambre de commerce et d'industrie, de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et donc, il était important pour nous aussi de pouvoir identifier et animer l'économie sociale et solidaire autour de cette question du bien vieillir. Et donc, à travers plusieurs sessions d'animation et de travail avec notre groupe de travail, le sujet de l'habitat est arrivé comme un sujet à enjeu et un sujet d'actualité. Il était donc important, dans le cadre de la feuille de route qu'on a co-construit avec les structures de notre groupe de travail, d'avoir comme fil rouge la question de l'habitat. Et en parallèle, dans le cadre d'une convention de partenariat que nous avons avec la Banque des territoires des Pays de la Loire, donc, qui fait partie du groupe Caisse des dépôts et consignations, le sujet aussi du bien vieillir est arrivé comme un sujet à prendre aussi, en tout cas à décrypter dans le cadre de notre convention pour l'année 2022. Et donc, ça corroborait finalement avec aussi l'animation de notre groupe de travail. Donc, on a identifié 3 grandes actions à mener avant vraiment de pouvoir accompagner et structurer la filière du bien vieillir. C'était de déjà savoir qui sont les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui travaillent dans le domaine du bien vieillir et notamment sur la question de l'habitat, qui portent des projets d'habitat. Et donc de pouvoir vraiment aussi avoir une vision du maillage territorial qu'occupent ces projets à l'échelle régionale. Et par la suite, donc, de favoriser la coopération entre structures
à la fois entre structures de l'économie sociale et solidaire et porteurs de projets pour qu'ils puissent aussi finalement pouvoir échanger entre eux et notamment à travers échanger sur leurs besoins, sur leurs problématiques, sur les enjeux qu'ils ont dans le portage de leurs projets et aussi faire le lien avec les collectivités territoriales. Je l'évoquerai tout à l'heure, il est important de faire se rencontrer aussi les porteurs de projets avec les collectivités territoriales sur l'ensemble de notre région. Et puis, favoriser aussi l'accompagnement des porteurs de projets autour de ces questions, de l'habitat parce que comme le disait, monsieur Le Calvez, c'est un sujet complexe qui demande aussi à mettre autour de la table plusieurs, compétences, et donc l'aspect coopération, et échange de pratiques, est vraiment, importante quand on veut, aborder un tel sujet. Et donc aussi, hem parallèlement à cela, à travers les quelques animations qu'on a pu avoir et rencontres avec des porteurs de projets et accompagnateurs, c'est aussi, favoriser la montée en compétence des accompagnateurs sur les territoires. Pour parler plus, économie sociale et solidaire, on a des incubateurs sur, l'ensemble de nos départements, et donc il est important aussi que les accompagnateurs puissent monter en compétence sur ce sujet, du bien vieillir et de l'habitat parce que également ça demande des expertises, bien particulière. Donc comme le disait Elisabeth, donc notre travail n'est pas fini, il est vraiment encore en cours d'élaboration. Donc on a vraiment plutôt, travaillé, sur, le secteur, le département de la Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire. Elisabeth, n'hésite pas à changer de ah non, c'est moi qui change de slide, je suis bête, c'est moi qui ai partagé mon écran, pardon, autant pour moi. Et donc on a travaillé, grâce aussi, à un travail, qui a été, une belle dynamique a été menée sur la Loire-Atlantique, par, les Écosolis, qui portent, ce qu'on appelle le labo de l'habitat inclusif et qui avait fait un travail de référencement, des, structures de l'économie sociale et solidaire sur le département de la Loire-Atlantique et qui anime un groupe de travail qui réunit, un certain nombre, d'acteurs et qui, va encore, perdurer. Et puis, le travail de référencement qu'on a mené sur le Maine-et-Loire est issu également d'une cartographie collaborative qu'a menée le conseil départemental, du Maine-et-Loire et qui nous a permis aussi de pouvoir identifier, les porteurs de projets d'économie sociale et solidaire qui sont sur le domaine de l'habitat des seniors. Donc là, on commence à travailler, sur le département de la Vendée, notamment grâce à un événement, qu'on a, co-organisé, avec, le Gérontopole, le pôle ESS Vendée qui est le réseau ESS de la Vendée et puis le Centre d'études et d'action sociale de Vendée, qui a réuni une soixantaine de participants, autant collectivités territoriales que porteurs de projets ou qu'institutionnels. Banque des territoires de la Vendée était présent, également. Et donc qui a permis aussi de favoriser cette interconnaissance et d'identifier, des projets en cours sur le territoire que je n'ai pas encore, référencés et cartographiés parce qu'il y a besoin d'avoir plus d'éléments, d'informations, sur les projets. En tous les cas, on voit déjà sur, la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire, donc on est parti sur un type d'habitat, assez large, je l'expliquerai tout à l'heure dans l'autre, diapositive, mais voilà, on est autant sur de l'habitat inclusif que de l'habitat intergénérationnel, que de l'habitat partagé, donc le webinaire porte bien le nom d'habitat alternatif. Et puis, chaque point, donc ça sera il y aura la possibilité de pouvoir aussi, zoomer, sur, une cartographie selon les états d'avancement, des projets. Donc grâce à la qualité des référencements, on peut identifier les projets qui sont en réflexion, ceux qui sont en conception, ceux qui sont en construction ou ceux qui sont vraiment opérationnels et vraiment en activité. Donc sur la Loire-Atlantique, on a référencé 69, projets. J'ai noté structure, mais c'est projets ESS, qui sont, sur un type d'habitat, inclusif, intergénérationnel ou partagé, en tout cas alternatif, et sur le Maine-et-Loire, on est, à peu près à près de 50 projets, ESS qui sont, référencés sur le territoire. Donc ce qui, aussi
possible de faire, là on a fait un zoom sur la Loire-Atlantique, il est aussi intéressant de pouvoir identifier par communauté de communes sur chacun des départements où sont implantés chacun des habitats. À travers la notion de définition de l'habitat inclusif, on se rend compte en fait que selon les personnes ou en tout cas les institutions qui ont fait le référencement, on s'est rendu compte en fait qu'à travers la thématique en tout cas la sémantique inclusif, on mettait pas forcément le même type de projet derrière. Donc peut-être que par la suite, à travers la présentation de la plateforme, on va pouvoir aussi avoir la définition de inclusif. Nous, on était parti plutôt sur un référencement habitat alternatif. Donc, pour aller dans le détail de chaque communauté de communes, on a préféré rentrer plutôt par type de public, donc soit intergénérationnel, soit dédié personnes âgées, soit dédié personnes en handicap ou un mixte personnes âgées, personnes en handicap, afin voilà, d'avoir à peu près le même référencement, parce qu'à travers la notion d'inclusion, on ne mettait pas exactement la même chose. Donc, on voit là en Loire-Atlantique, mais ce sera la même chose sur le Maine-et-Loire, que les métropoles, en fait, les agglomérations, enfin les métropoles centres, donc Nantes Métropole ou vous le voyez sur la carte qui suit sur Angers-Loire Métropole, on voit qu'il y a vraiment un effet un peu de centralité de ces agglomérations autour de ces habitats alternatifs. Donc l'idée, c'est que cette cartographie puisse aussi interpeller les communautés de communes, les élus, les techniciens en charge, ou les départements aussi qui ont la compétence personnes âgées, personnes en handicap, d'identifier finalement s'il y a des zones blanches, s'il y a des territoires qui ne sont pas suffisamment couverts. En tout cas, nous, l'idée, c'était d'avoir une vision par département, par communauté de communes, et puis après, par la suite, d'avoir vraiment cette vision régionale de l'implantation des habitats seniors. Donc voilà, donc après, vraiment on pourra vous diffuser le PowerPoint sans aucun problème. N'hésitez pas à revenir vers la CRES si vous avez identifié qu'il y avait un manque, un point qui n'apparaissait pas, ou un projet qui est en cours. Voilà, l'idée, c'est qu'il va falloir qu'on fasse vivre aussi ce référencement au long cours, et puis que s'il y a l'idée, c'est qu'on puisse après, comme on l'a pu le faire en Vendée là dernièrement, qu'on puisse faire aussi des animations sur les autres départements pour continuer à référencer et à cartographier, mais aussi pour pouvoir faire se rencontrer les différents acteurs de chacun des départements. Donc voilà, c'est un travail qui est en cours. On espère pouvoir finaliser d'ici la fin de l'été la Vendée, et puis de pouvoir prendre attache aussi avec la Mayenne et la Sarthe aussi, pour pouvoir avoir un peu cette même vision globale des différents habitats seniors sur ces départements-là. Et pour nous, Économie sociale et solidaire, de pouvoir faire du lien avec les porteurs de projets et de pouvoir les accompagner aussi comme il se doit. Hop. Et donc, comme je disais, sur les projets qu'on a pu identifier, avec lesquels on peut être en lien aussi, alors soit au niveau de la CRES, soit au niveau des Écosolis, ou en Loire-Atlantique, ou l'IRESA sur le Maine-et-Loire, on se rend compte finalement que la plus-value que peut aussi avoir les structures de l'économie sociale et solidaire sur ce sujet de l'habitat des seniors, c'est à la fois les logiques de coopération et de co-construction qui sont mis en place, et qui sont vraiment des logiques de développement de projets dans l'économie sociale et solidaire. C'est qu'on est sur la rencontre aussi d'acteurs qui croisent leurs compétences et leur savoir-faire. Par exemple, sur la Loire-Atlantique, que ça soit à PICOP ou à COPA, par exemple, ça a permis, enfin le projet à COPA qui est en cours
de développement permet de croiser différentes compétences, donc d'un acteur comme Titi Floris, qui est aussi sur le transport solidaire, ou de l'aide à domicile pour tous 44, qui est sur l'aide à domicile, et Macoré, une scope du bâtiment. Voilà, c'est la conjonction de ces compétences qui permet de faire se développer un tel projet sur un territoire. Et puis aussi la spécificité de certains projets de l'économie sociale et solidaire, c'est aussi d'être au cœur des politiques publiques territoriales du bien vieillir. Donc, c'est aussi répondre à des besoins, et aussi faire avancer finalement aussi les politiques publiques sur la question du bien vieillir et de l'habitat senior. Et c'est comment on implique aussi les habitantes et les habitants d'un même territoire autour de la question de l'habitat des seniors. Et là, à titre d'exemple, Habitage en Maine-et-Loire est un bel exemple aussi de comment on crée des projets qui répondent vraiment aux besoins des habitantes et des habitants. Voilà pour ma part. Donc, c'était vraiment une petite introduction en toute humilité, mais voilà, Merci, Karine. l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire avancer, d'avoir cette vision un peu des projets sur notre région. Voilà. Merci, Karine. Alors, il y a eu une question dans la Oui, conversation que je prends tout de suite, c'était celle d'Ève Chalopin pour la Sarthe, qui demandait pourquoi ce même travail n'avait pas été fait en Sarthe et en Mayenne, mais voilà. tu as répondu en disant que ça allait venir. Oui, Donc, un tout petit peu de patience, Ève, ça va venir. Et puis, une autre question, mais alors je te laisserai y répondre dans la conversation, savoir si peut-être il y a d'autres cartographies, enfin d'autres travaux de ce type-là qui sont menés dans d'autres régions par la CRES, mais je te laisserai répondre dans la conversation. d'accord. Très bien. Merci beaucoup. Bien sûr, vous ferez partie de nos, enfin comme nos autres adhérents, mais avec cette attention particulière, puisque vous travaillez vraiment sur le sujet, vous ferez partie de notre groupe de travail, de notre Collabinov Habitat Alternatif, pour qu'on croise bien nos travaux et que on ne dispense pas d'énergie, si ce n'est pas la peine, les uns et les autres, mais en tout cas que ce soit bien complémentaire. Merci Karine pour cette Merci. présentation. Si vous le voulez bien, donc je vais laisser la parole maintenant à Monsieur Roland, directeur Grand Âge et Autonomie à la direction des politiques sociales de la Caisse des dépôts, qui va donc nous éclairer sur ce qu'est la plateforme API, plateforme qui est jeune, on peut dire ça, parce qu'elle naît en novembre 2021, donc elle est encore relativement jeune et qu'elle a été co-créée par le groupe Caisse des dépôts, la Fondation des Petits Frères des Pauvres et le réseau APA, Habitat Partagé et Accompagné. Mais je vais laisser surtout Monsieur Roland le présenter davantage. Je ne sais plus ce qu'on s'est dit, Monsieur Roland, si c'était vous qui partagez ou si c'était moi qui partageais votre support. Tout est Alors, possible. c'est moi qui partage le support. Très bien. Alors, je vous laisse la parole. Il faut que je fasse la manip parce que. Alors, c'est qui accepte. Voilà. Est-ce que vous voyez la présentation? Je vais la mettre en format. Vous pouvez peut-être, oui, la mettre en format PowerPoint. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est parfait. C'est bon. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravi d'être parmi vous. Merci au Gérontopole des Pays de la Loire, effectivement, d'avoir permis que la Caisse des dépôts s'exprime au nom de l'association API pour vous la présenter. Vous l'avez dit, Madame Artaud, l'association API a été constituée donc, au mois de novembre dernier avec la Fondation des Petits Frères des Pauvres et le réseau APA, en complément bien sûr de la contribution donc, du groupe Caisse des dépôts. Mais ce qui est très important, c'est effectivement de savoir que la Caisse des dépôts s'est adossée à deux grands réseaux qui animent un certain nombre de porteurs de projets, qui les accompagnent et les financent aussi pour certains. Et donc, c'était important qu'on puisse s'appuyer sur cet ensemble de réseaux pour être complètement crédible dans la démarche qui est la nôtre. Alors, ce qui était intéressant, c'est que, effectivement, par rapport aux les deux intervenants précédents, ça fait tout ce que je vais vous dire va complètement faire écho.
et ce sera, je pense, une bonne synthèse un peu des questions qui se posent à aujourd'hui. Peut-être préciser à ce stade quel est le rôle de la Caisse des dépôts. Le rôle de la Caisse des dépôts, donc, et notamment avec la Banque des territoires, hein, qui a été citée tout à l'heure. Donc, son rôle, c'est d'accompagner les politiques publiques, qu'elles soient nationales, locales. Donc, nationales, c'est-à-dire qu'on va avoir, notamment sur ces sujets liés à l'autonomie, bien sûr, la CNSA, et bien sûr aussi le ministère de l'autonomie tel qu'il existait avant. Et puis, les politiques locales avec notamment les actions que mènent les collectivités locales et dans le déploiement d'un certain nombre de programmes, que ce soit, et ça a d'ailleurs été cité, Petite Ville de demain, Action Cœur de Ville, les quartiers, les QPV, les quartiers politiques de la ville. Voilà, donc un certain nombre de dispositifs. Et bien sûr, la Caisse des dépôts ne le fait jamais seule, hein, elle le fait toujours en partenariat, justement, avec les collectivités, avec différents acteurs du territoire. Et pour ce faire, donc, elle peut déployer un certain nombre de crédits d'ingénierie, un certain nombre de prêts, de financements en fonds propres, hein, pour aider à transformer les projets. Alors, l'association API. Alors, ça a été dit tout à l'heure aussi, hein, vous voyez bien qu'on parle d'habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale, parce que tout se passe sur les territoires, mais on est bien dans des habitats alternatifs, on est bien dans quelque chose qui est beaucoup plus large que l'habitat inclusif en tant que tel, hein. Parce que je rappelle, comme le disait Mme Féniès tout à l'heure, effectivement, l'habitat inclusif, il est défini par la loi Elan, donc il est dans un cadre assez strict. Et nous, on a regardé l'habitat API au sens de accompagné, partagé, inséré, c'est-à-dire l'habitat API, là sans H, pour dans le sens qui a été donné par Denis Pifto et Jacques Wolfrom dans leur rapport, hein, qu'ils ont produit à l'été 2020. Donc, on est vraiment dans cette logique d'avoir un habitat dans différentes formes, et on aura bien sûr de l'habitat partagé, l'habitat participatif, accompagné, regroupé, alternatif, ça a été dit. Voilà, donc vous voyez, on est vraiment dans cette logique de couvrir un champ assez large. Alors, pourquoi la création de cette association? Alors, on est parti de 4 constats. Le premier qu'a dit tout à l'heure le président du Gérontopole, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un besoin d'hébergement de population âgée important et sur des territoires variés. Et ça, c'est important de noter ça parce que, on le disait déjà un petit peu tout à l'heure, quand on parle des différents habitats alternatifs, ça veut dire que, si je schématise, autant de territoires, autant de projets. Puisque l'idée, et ça a été bien retraduit aussi par les intervenants précédents, il s'agit de répondre à des besoins. Donc, comme les besoins étant différents, et bien forcément, les produits qui devront en sortir seront différents. Par ailleurs, eh bien, on a vu se développer un nombre de plus en plus croissant de porteurs de projets. On voit que sur les différents appels à projets qui ont été lancés, notamment que ce soit l'AMI Petite Ville de demain, ou que ce soit l'appel à projet du Fonds d'appui pour les territoires innovants seniors par le réseau francophone des villes amies des aînés, eh bien, on voit qu'on est toujours aux environs de 60 à 70 candidats. Donc, on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de porteurs de projets qui se mobilisent sur ces sujets, qui sont extrêmement motivés. Et cette motivation fait souvent écho, hein, à des situations qui auraient pu être vécues à titre personnel et donc qui les obligent un peu à vouloir changer les choses. Et puis, il y a des collectivités qui sont aussi très intéressées, hein, pour diversifier cette offre d'hébergement, que ce soit en territoire de montagne, que ce soit en territoire en littoral, que ce soit en territoire rural ou même en semi-urbain. Eh bien, on voit qu'effectivement, ça correspond à une demande, hein, d'avoir cet habitat alternatif, intermédiaire, entre guillemets, entre le domicile classique et bien sûr l'EHPAD.
Et donc, les collectivités réagissent parce qu'il y a une forte demande des habitants. Autre besoin que l'on a identifié, c'est les difficultés qu'ont pu rencontrer un certain nombre de porteurs de projets dans la réalisation de, de ces fameux projets, de ces nouveaux types d'habitat et la nécessité de lever des freins. Alors, le rapport Pifto-Wolfram a apporté un certain nombre de réponses et a notamment fait un certain nombre de propositions qui ont été, pour une certaine part, retenues par les pouvoirs publics, notamment l'aide à la vie partagée, qui est une contribution importante des départements avec un financement aussi de la CNSA pour accompagner le fonctionnement, mais on voit qu'il y a quand même encore un certain nombre de freins. Donc, il est important pour d'avoir en tête qu'il y a toujours ces freins et qu'il y a encore des choses à faire, et j'y reviendrai un peu plus loin. Et puis, on a vu qu'en effet, il y avait le besoin de structurer une approche de promotion en fait de cet habitat API et bien en articulation avec des dispositifs existants. Et ça a été dit aussi tout à l'heure, et ça c'est important de travailler en totale complémentarité. Alors, du fait de ces constats, alors nous sommes fixés en fait trois priorités et des priorités qui sont résolument opérationnelles. Il s'agit d'apporter vraiment des réponses aux porteurs de projets qui se lancent dans toute cette dynamique et qu'il fallait nécessairement changer de braquet. On voit aujourd'hui que l'habitat inclusif au sens large, l'habitat API, est encore très confidentiel. Donc, il faut qu'on change de braquet. Et pourquoi changer de braquet? Parce que tout à l'heure, je parlais des freins. Si on ne développe pas suffisamment de projets, il n'y a pas suffisamment de projets à présenter, eh bien, on ne va pas peser justement suffisamment sur ces freins. Et donc, comment on peut les faire sauter? Eh bien, c'est une bonne façon d'y arriver avec des réponses qui sont apportées par les porteurs de projets et les projets eux-mêmes qu'ils poussent. Alors, la première des priorités, eh bien, c'est pour faire face à l'ampleur des demandes des porteurs de projets, eh bien, faire de l'accompagnement et de la montée en compétence de ces porteurs de projets. Donc, je dis, il faut absolument créer un centre de ressources. Ensuite, il faut accélérer. Je le disais tout à l'heure, on est dans une logique où il faut peser sur ces projets. Et donc, pour lever les freins, il faut accélérer le déploiement et notamment apporter des réponses et des financements aux différentes étapes des projets qui vont de l'amont, bien sûr, l'amont qui sont toute la réflexion, ensuite la construction et ensuite la gestion elle-même du projet, l'arrivée en exploitation. Et tout ça, ça doit se faire avec l'écosystème. Je le disais tout à l'heure, il faut qu'on travaille absolument en réseau, en partenariat, et c'est dans cet esprit-là que ça doit se faire avec l'État, les collectivités. On a entendu effectivement le groupe humaniste tout à l'heure, les CARSAT, la Banque des territoires, bien sûr, toutes les bonnes volontés qui soutiennent l'habitat à pied. Et puis enfin, il faut aussi sensibiliser les collectivités et les professionnels de ces collectivités pour bien accompagner les porteurs de projets. Parce qu'on voit aujourd'hui, il y a un certain nombre de porteurs de projets qui ont une idée, donc c'est plutôt des porteurs d'idées, mais qui n'ont pas encore le foncier. Et puis on a des collectivités qui ont du foncier, mais qui n'ont pas de porteur de projet. Et alors, voilà, tout ça, ça a du mal à se rencontrer et on n'approche pas forcément les choses par les bons bouts. Donc, d'où la nécessité de travailler sur cette montée en compétence aussi des acteurs territoriaux. Alors, juste, vous évoquiez tout à l'heure effectivement la date de création, simplement pour expliquer que, en effet, c'est une association qui est jeune. Donc, en fait, comment ça s'est fait? C'est important d'avoir cette idée. Nous, on était en train de travailler avec la CNSA sur un partenariat sur les sujets liés au grand âge. Et donc, on a signé un partenariat le 12 juillet 2021. Et puis, de son côté, la Fondation des Petits Frères des Pauvres avait échangé aussi avec la CNSA et lors des travaux que nous on menait en interne Caisse Dépôt, eh bien, on expliquait à la CNSA qu'on avait cette réflexion sur l'habitat API.
Et la CNSA dit, écoutez, réunissez-vous, hein, échangez entre vous. Et ce que l'on a fait donc, au cours de l'été dernier, donc effectivement c'est très récent. Et vous avez vu qu'on s'est plutôt marié assez rapidement, hein, puisque on a vite dit sous quel mode peut-on fonctionner. Donc on a dit l'association c'est quand même assez souple. Et puis on a donc signé effectivement ces statuts en novembre. Et tout à l'heure, j'évoquerai donc la plateforme, déjà la mise en ligne d'une plateforme et qui permet aussi d'apporter déjà un certain nombre de réponses. Et cette mise en ligne a été faite au mois de mars. Donc vous voyez, on n'a pas tardé. Je vous expliquerai, je vous donnerai d'autres informations à venir. Alors, l'association, effectivement, c'est un outil donc, au service des acteurs de l'habitat API. Il y a 4 axes d'intervention, hein, que on se définit pour avoir vraiment ce rôle de facilitateur et pour fluidifier l'action. Il y a 4 grands axes d'intervention. Je dirais, pour simplifier, on va dire informer, former, ou plutôt monter en compétences, orienter et mesurer. Informer, c'est ce qu'on a appelé promouvoir, etc. Bon, voilà. Il est important que les porteurs de projets, les collectivités, sachent bien de quoi on parle. Ça a été dit, voilà, on parle d'habitat inclusif, mais alors, qu'est-ce qu'on met dans l'habitat inclusif? Donc, qu'est-ce qu'on met dans l'habitat API? Qu'est-ce qu'on met? Bon, voilà. Donc, c'est important de savoir de quoi on parle et qu'est-ce que ça implique derrière. Donc ça, voilà, par rapport aux porteurs de projet ou à la collectivité, en fonction du besoin qui remonte des territoires, en fonction de ce que veulent les usagers et donc les porteurs de projet, comment on construit les choses. Donc ça, c'est important. Ensuite, la formation, la montée en compétences, eh bien, voilà, il y a un certain nombre d'étapes aussi qu'il faut franchir pour pouvoir passer à la suivante. Il ne faut pas brûler les étapes. Donc, on a eu des échanges avec des porteurs de projets qui disaient, ben voilà, moi j'ai des financeurs qui ne me répondent pas. Ben oui, mais il n'avait pas complètement bouclé le coût de son projet. Donc le financeur, il ne sait pas ce qu'il va devoir payer. Effectivement, il est en position d'attente. Et puis, vous avez aussi des porteurs de projets qui ont mis 12 ans à sortir leur projet. C'est juste pas possible. Donc, il faut que voilà, on passe les bonnes étapes et ensuite, de façon à ce que le projet avance bien. Orienter, eh bien, c'est vraiment la vocation de l'association, en dehors de ce que je viens de dire, informer et puis former, c'est vraiment d'orienter les porteurs de projets vers des financeurs, vers l'accompagnement des porteurs de projets. Ça, c'est vraiment ce que l'on veut faire parce qu'on voit que beaucoup de porteurs de projets sont un peu, un peu désorientés, en fait, face à la multitude de financements ou de situations auxquelles ils doivent faire face et qu'ils ont vraiment besoin d'être accompagnés. Donc, le but de cette association et donc via la plateforme numérique qui est mise en place, c'est aussi bien sûr de pouvoir orienter avec un comité d'orientation, j'y reviendrai. Et puis, c'est aussi mesurer analyse d'impact, parce que on voit bien que on évalue bien ce que l'on mesure, et donc il faut, pour avoir une vision globale, une vision holistique, bien il y a certes l'individu, hein, l'usager, mais il y a aussi tout l'écosystème, hein, tout son environnement qui est extrêmement important. Et donc, il faut qu'on puisse mesurer que, effectivement, ces projets ont un impact aussi sur les territoires, ont un impact social, ont un impact économique, ont un impact environnemental. Voilà. Donc, en synthèse, là, ce que je peux dire par rapport à où j'en suis aujourd'hui, c'est ce qu'est en fait l'API. API, c'est vraiment une structure qui vise à travailler en partenariat, hein, en complémentarité de dispositifs existants, nationaux ou locaux. Et puis, parce qu'on est bien sûr plus intelligent à plusieurs, et puis c'est aussi travailler en réseau. C'est-à-dire qu'il faut que l'on puisse partager les bonnes, mais aussi les moins bonnes pratiques, les moins bonnes expériences, de façon à construire de nouvelles. Notamment, on peut voir dans le cadre de l'orientation qui sera
des projets qui sera réalisé, et bien que peut-être certains porteurs de projets, avec la cartographie des porteurs de projets qu'on fera, eh bien, il pourra dire, bah, ah, tiens, un tel vise en fait à faire les mêmes choses que moi. Bon, est-ce que je vais me lancer dans une galère, effectivement, de lancer un projet tout seul, ou je m'associe à ce porteur de projet qui a déjà fait quelque chose qui correspond tout à fait à ce qu'on a envie de faire et qui permet aussi du coup au porteur de projet initial de aussi essayer et d'aider aussi à structurer en fait la démarche. En revanche, ce que n'est pas API, ce n'est pas un guichet unique. Hein. Tous les porteurs de projets qui savent déjà à qui s'adresser, qui ont déjà leurs interlocuteurs, voilà, ils n'ont pas obligation de passer par la plateforme API, mais ils peuvent passer par la plateforme API pour bénéficier peut-être d'autres financeurs, d'autres partenaires, d'autres financements, d'autres accompagnements. Ensuite, un API n'est pas un label. Hein. On n'est pas là pour distribuer les bonnes et les mauvaises notes, hein, qualifier que c'est un bon ou un mauvais projet. Voilà, nous, on va simplement dire que, effectivement, en fonction des informations qui vont nous être remontées, c'est un projet qui rentre tout à fait dans le cadre de l'habitat API, et donc il a besoin d'être accompagné, donc on va l'orienter vers les bons partenaires. Et puis, ce n'est pas un dispositif, mais ça on se l'est dit dès le départ, ce n'est pas un dispositif qui vise à homogénéiser les pratiques, c'est-à-dire ce n'est pas un dispositif qui vise à dire, voilà, il y a l'habitat inclusif, point final. Non, il y a l'habitat inclusif et d'autres modes, d'autres types d'habitat. Voilà, donc en synthèse, c'est donc une association qui porte une plateforme et qui se réfère bien sûr aussi à un comité d'experts, ça je ne l'ai pas évoqué, effectivement il y a un comité d'experts qui regroupe la CNSA, la NCT, l'ANA, enfin, un certain nombre de partenaires qui permettent de bien faire le lien entre nous, ce que l'on fait, ce que veulent les politiques publiques et puis ce qui se passe sur les territoires. On a la chance, bien sûr, avec la Banque des territoires, d'avoir aussi des remontées et des informations précieuses sur ce qu'attendent les territoires. Et donc, voilà, donc c'est ce comité d'experts qui permet aussi donc, de vérifier qu'on est sur les bons rails. Donc, le comité d'orientation, j'en ai parlé tout à l'heure, et je vais en parler aussi un peu. Et puis, les mesures d'impact, je l'ai aussi un peu évoqué et je le réévoquerai. Alors, comment vous pouvez avoir de l'information sur la plateforme? Eh bien, vous allez sur le site mondehabitatinclusif.fr. Hein, c'est le nom de domaine qui a été défini de façon à ce qu'on puisse être mieux identifié. Je pense que ça parle bien à tous. Et là, on a été quand même obligé de mettre l'habitat inclusif dans la définition. Voilà, je vous présente là quelques pages. Hein, si vous allez sur le site, vous verrez effectivement ces différentes pages et donc, qui vous permettront donc d'y voir clair. Donc, un certain nombre d'informations, je reviens là sur effectivement l'objectif et la mission de l'habitat de API, des témoignages, les déploiements d'aide à la vie partagée, les informations sur le membre fondateur. Et puis après, vous avez, donc là, vous verrez donc, sur l'aide à la vie partagée, mais qui sera mis à jour, vous voyez, c'est 31 décembre 2021, mais qui sera mis à jour dans une version qui va bientôt sortir, je vous en parlerai. Voilà, des témoignages, et puis vous avez, voilà, ce parcours d'un porteur de projet, eh bien, s'il est en amorçage, eh bien, voilà, donc il va avoir un certain nombre de fiches méthodologiques, d'informations, voilà ce qu'il doit faire. S'il est en conception, eh bien, pareil, en construction et aménagement, ouverture de l'habitat, voilà, différents stades de vie du projet. Bien sûr, là, on est aussi dans une logique, ce qui a été largement développé, où eh bien, on place l'habitant hein, au cœur du dispositif. Hein, ça, c'est absolument indispensable, avec bien sûr un porteur de projet qui est là pour accompagner le projet, et puis toute l'activité d'exploitation, hein, de vie du projet, avec bien sûr la coordination sur la vie sociale et partagée. Voilà. Donc ça, c'est 3 acteurs indispensables. Puis après, hein, par cercles différents, eh bien, vous voyez les différents interlocuteurs ou acteurs qui peuvent intervenir hein, en plus ou moins proximité hein, de cet écosystème de l'habitat API. Dans les prochaines versions de la plateforme, eh bien, vous allez avoir
je reviendrai donc à un processus sur le comité d'orientation. Ça, je vais y revenir tout à l'heure, donc je ne vais pas développer tout à l'heure, tout de suite, pardon. Voilà. Et, ensuite, donc, je vous parlais de témoignages, il va y avoir des fiches méthodologiques, il va y avoir une cartographie des projets avec des fiches type d'habitat inclusif, d'habitat API, et donc des cartographies de projets existants, hein, et donc qui va permettre donc, aux porteurs de projets de se comparer, de se mesurer aussi par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, des projets qui ont déjà été réalisés, et peut-être pas se lancer dans un chemin un peu difficile, et de façon à pouvoir s'appuyer sur de l'existant, et toujours dans cette logique hein, de cranter, d'aller plus vite, de déployer ce type d'habitat le plus rapidement possible sur les territoires pour répondre aux besoins, hein, puisque je rappelle que les personnes entre 75 et 85 ans qui voudront plutôt être dans ce type d'habitat avant d'arriver dans une dépendance un peu lourde, représentent 4 millions aujourd'hui, et représenteront 6 millions hein, en 2030. Donc voilà, à 50% d'augmentation, et donc il faut y apporter des réponses. Et puis l'objectif, c'est de rester vivre le plus longtemps possible chez soi. Le comité d'orientation, comme j'évoquais, donc comme son nom l'indique, il va permettre d'orienter les porteurs de projets vers des bons partenaires. Voilà, donc parce qu'on a un porteur de projet qui est peut-être un porteur d'idées, donc d'abord, il va falloir l'orienter vers une structure d'accompagnement pour transformer l'idée en projet. Et puis, le porteur de projet lui-même, qui a déjà son projet, il va falloir passer à la réalisation. Donc, ce ne sont pas les mêmes interlocuteurs, ce ne sont pas les mêmes partenaires, et donc, il y a un certain nombre de dispositifs qui existent. Voilà, il y a les programmes Action Cœur de Ville, il y a le fonds d'appui pour les territoires innovants seniors, il y a des dispositifs locaux d'accompagnement qui peuvent intervenir. Voilà, il y a des fonds dédiés à la politique de la ville. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de dispositifs qui peuvent accompagner les porteurs de projets vers lesquels on peut l'orienter. Donc, ce que fait le comité, donc il va produire un avis, hein, il va y avoir un formulaire en fait qui va être à disposition sur le site. Tout à l'heure, je disais qu'il allait y avoir une nouvelle livraison et qui sera plutôt au début de l'été. Donc, à partir de ce moment-là, donc on communiquera, donc vous serez informés. Et puis, les porteurs de projets vont remplir toutes les informations qui sont nécessaires à l'émission de cet avis d'orientation. Et puis, donc, il va y avoir une réunion donc, des membres hein, que vous voyez en dessous, mais qui n'est pas limitative. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les membres qui ont souhaité être parmi nous, mais il y aura d'autres membres, bien sûr, qui peuvent nous rejoindre. C'est tout à fait ouvert. Et donc, bien sûr, en cas de conflit d'intérêts, un des membres des comités pourra se retirer. Et puis, ce que ne fait pas le comité, c'est bien sûr de financer directement. Hein, c'est une plateforme d'orientation, c'est de l'orientation. Et puis, s'engager sur des financements. Hein, le partenaire vers qui on oriente, il est absolument souverain, on oriente vers lui, mais s'il décide pour X raisons de ne pas financer, et ce sera possible parce qu'il y a des structures, tout à l'heure, M. Galvez l'évoquait, il y a une stratégie qui est en cours d'écriture, bon ben voilà, donc ça ne rentre pas dans la stratégie qui est définie, eh bien voilà, donc il n'y aura pas forcément de financement derrière, on pourra réorienter vers un autre financeur. Voilà, donc aujourd'hui, on est en phase de test hein, de ce comité d'orientation pour, comme je vous le disais, pouvoir sortir un formulaire à remplir au début de l'été pour un premier comité d'orientation grandeur nature officiel et qui traitera des dossiers qui auront été soumis, donc fin septembre, début octobre, voilà, disons à l'automne prochain. Les mesures d'impact, je vais passer très rapidement. Hein. Donc, l'idée, comme je vous le disais, c'est vraiment de mesurer parce que on est assez convaincu que de plus en plus, en fait, les financeurs vont demander quand même des contreparties en fonction des financements qu'ils vont apporter, parce qu'ils vont quand même devoir tous mettre des enveloppes assez significatives. On sait très bien que ce type de projet nécessite des subventions, nécessite des financements, entre guillemets, dits gratuits, significatifs. Donc, il va falloir donc derrière, il y a sûrement une démarche évaluative qui soit mise en place. Et donc, ce que nous, on vise, c'est de mettre en place une méthodologie
mettre en place une méthodologie qui sera à disposition des porteurs de projets. Et il ne s'agit vraiment pas de faire une usine à gaz. Voilà, une méthodologie qui traitera, voilà, on n'a pas encore complètement arrêté, on est en cours, mais qui traitera les impacts sociaux, économiques, environnementaux, territoriaux. Bon. Et les porteurs de projets, en fonction de ce que demanderont les financeurs, eh bien, devront suivre plus ou moins tel ou tel indicateur et qu'ils devront construire, mais on va quand même les aider en partie là-dessus. Donc, et là, ça, l'idée, c'est de pouvoir mettre ça à disposition au début 2023, de façon à ce que ce soit bien cohérent avec les premiers projets que l'on pourra orienter, puisque je disais, un comité d'orientation qui se fera donc à l'automne, donc le temps que les financeurs décident, arbitrent par rapport aux demandes qui leur seront soumises, eh bien, voilà, on aura une méthodologie qui sera soumise, qui sera à disposition des porteurs de projets pour pouvoir avancer assez rapidement sur ce sujet. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie pour votre attention. Puis bien sûr, je suis à votre disposition par rapport à des questions qui auraient pu tomber parce que comme je suis en plein écran, je ne vois strictement rien. Alors, je vous remercie, Monsieur Roland. Moi, je vois les questions, dans la conversation et Justine Baroui, ma collègue qui nous a rejoint, les voit aussi. On a 2 questions un peu semblables sur, est-ce que vous pouvez donner des exemples, de types de porteurs de projets qui, demain, vont pouvoir solliciter la plateforme? Alors, les porteurs de projets qui pourront solliciter la plateforme, ils sont de tous ordres. C'est-à-dire que vous allez avoir des associations, des collectifs, des bailleurs sociaux, des collectivités qui peuvent aussi être porteurs de projets. Voilà, différents acteurs qui pourront bien sûr solliciter la plateforme. Et peut-être en complément pour tout type de projet, c'est-à-dire que même lorsque, le porteur lui-même, n'est pas absolument sûr, d'être, soit un habitat inclusif, soit un habitat participatif, soit un habitat intergénérationnel, enfin voilà, il n'est pas obligé d'arriver avec, une définition, complètement fermée de son projet pour, pour demander de «l'aide» entre guillemets à la plateforme. Non, si c'est un habitat à pays, d'ailleurs au sens, comme je le disais, effectivement, du rapport Pitot-Wolfram, c'est-à-dire un habitat accompagné, partagé, inséré, d'une candidate. Alors, on a une question de madame Monteau, de la région Aura, donc qui n'est pas, de la région Pays de la Loire, mais néanmoins une question intéressante. Est-ce que finalement l'habitat, participatif, par exemple, alors je ne sais pas si c'est et intergénérationnel ou participatif ou intergénérationnel, peut potentiellement être inclus? Alors après, ça dépendra un peu du stade et aussi des financements qui sont derrière, puisque l'habitat participatif est un peu particulier. Je dirais que je ne vois pas d'inconvénient, moi, à ce que l'habitat participatif soit orienté. Simplement, aujourd'hui, dans les travaux qui sont en cours, et comme je le disais, c'est que voilà, la plateforme est encore très récente, donc on est, comment dire, au début, on n'a pas encore fait de comité grandeur nature. Donc, on fait des tests par rapport à des porteurs de projets voilà, qu'on a identifiés. Donc aujourd'hui, on n'a pas forcément en face bien identifié les acteurs ou les financeurs qui pourront accompagner ces projets. D'accord. Mais ça Alors devra se faire dans un deuxième temps. dans un deuxième temps et ça fait, aussi écho à une autre question sur, la question, de bien cerner les financements, les financeurs et les modèles économiques possibles, mais ça c'est un autre vrai sujet, la question du modèle économique justement, pour les porteurs de projets. Mais ce que vous disiez bien, c'est que la plateforme API ne va pas directement financer des projets. Elle va réorienter vers des financeurs. On est bien d'accord? C'est ça, c'est ça. Et en fait, on va faire un premier travail de tri en fait, pour les financeurs. Donc, on va
puisque autour de la table, vous l'avez vu, il y a un certain nombre de financeurs qu'on va retrouver. Il va y avoir la Chercarco, Ilana, ceux que j'avais cités tout à La l'heure. Bon, CARSAT. la des CARSAT, bien sûr, la MSA, voilà, on va retrouver tous les acteurs qui sont très présents sur les territoires pour accompagner ces projets. Donc, déjà au niveau national, mais il va y avoir aussi, bien sûr, il y a les conférences des financeurs qui vont aussi intervenir. Et ça, il y a un sujet évidemment aussi d'articulation avec ces conférences des financeurs. Donc ça va se faire aussi au cours du temps. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça va se faire. Alors, Monsieur Roland, les porteurs de projets sont nombreux ce soir. Ils vous posent des questions très pratico-pratiques, à savoir déjà qui contacter pour être accompagné et puis également quel est le coût pour cet accompagnement. Alors, API, la plateforme API est je rappelle, une plateforme d'orientation. Donc ça, elle le fait gratuitement. Donc, en revanche, derrière, les réseaux d'accompagnement, voilà, nous, comme je disais, il y a le réseau à part, donc pour habitat partagé et accompagné, donc, avec lequel on a noué ce partenariat. Voilà, il a aussi ses conditions d'accompagnement et de coût d'accompagnement. Bon, voilà, ça, c'est après, chaque réseau fait un peu comme il l'entend et en fonction de sa politique propre. Et quelle est la porte? Par Est-ce exemple, qu'il suffit de se rendre sur votre site internet, enfin sur la plateforme pour vous envoyer un message? Est-ce qu'il y a un contact en particulier? alors, il y a effectivement, je crois que mais vous aurez voilà, il y a monhabitatinclusif.fr et quand vous allez sur la plateforme, il y a contactez-moi ou contactez-nous. Je peux mettre, si vous voulez, partager sur le site internet. Est-ce que je l'ai là? Voilà, je crois que c'est là. Non, ça c'est un document à moi. Je n'arrive pas à me remettre sur le site. Voilà. Vous le voyez ou pas, non? Vous voyez toujours mon document? Alors pour l'instant, on est encore sur votre comment dire, votre partage de dossier, mais je crois que votre document va arriver. Non, pour l'instant, non, j'ai rien, moi. Je suis en train de faire la manip, mais je n'arrive pas à. Je ne sais pas si vous m'entendez. Là, voilà. Vous voyez? Alors oui, on voit votre document. Donc, vous avez effectivement ici la plateforme telle qu'elle est aujourd'hui, qui a été livrée en mois de mars, donc il y a une plateforme indicative. Donc tout à l'heure, ça répond à la question qu'est-ce que l'habitat inclusif? Là, vous avez la définition et puis les autres types d'habitat qui sont cités. Et puis, si je sors de là, vous allez voir sûrement en bas, voilà, contactez-nous. Voilà, et vous vous positionnez là-dessus et donc voilà, vous pouvez envoyer un message justement. Je clique trop vite, voilà, et vous pourrez envoyer un message à la plateforme, un premier message. Pour l'instant, on oriente, il n'y a pas encore de comité d'orientation, donc on n'oriente pas, mais on peut peut-être orienter ponctuellement, en fonction, si le sujet est assez simple, on peut l'orienter assez facilement, bien sûr. Bien aussi. Vas-y, Justine, vas-y. Non, je t'en prie. Est-ce que vous connaissez à peu près les délais de réponse? Aider la réponse Du coup, pour avoir un retour sur l'orientation, sur... Oui, puisque vous allez avoir un premier comité d'orientation à l'automne. Il y a la question du délai, dans quel délai les porteurs de projets peuvent avoir réponse par rapport à leur sollicitation. Et puis, il y a la question de la fréquence de ces comités d'orientation aussi. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, l'idée, c'était peut-être d'en faire un par trimestre.
hein, voilà, d'en faire un par trimestre de façon à ce que, parce que entre l'arrêté des compteurs, parce qu'on va donner en fait des dates, on va dire attention, à partir de telle date, voilà, il y aura un comité d'orientation et puis donc on va relever les compteurs à une date de façon à ce qu'on puisse instruire, hein, regarder tout ça, faire le comité d'orientation et puis pouvoir flécher vers les financeurs. Donc ce temps, et on s'aperçoit que de tous les échanges qu'on a pu avoir avec les différents acteurs, il faut compter entre 2 et 3 mois quand même. C'est un gros travail. Oui, oui, Et c'est un gros travail. Alors justement, je me posais la question de quelle est l'équipe opérationnelle qui va instruire ces demandes et préparer les comités d'orientation finalement. Vous êtes une petite équipe, une grosse équipe, une moyenne équipe? Oui, alors en effet, aujourd'hui on est une très petite équipe puisque en fait c'est à la fois de mon temps, du temps des autres partenaires. Aujourd'hui, la Fondation des Petits Frères des Pauvres a recruté du personnel justement pour aider à piloter en fait cette plateforme et pouvoir faire les premières analyses de dossiers. Voilà, donc, mais on est aussi en recherche, hein, de financeurs pour pouvoir s'inscrire dans la durée par rapport à cette plateforme. Et donc, voilà, ça c'est voilà, un autre sujet. Pour l'instant, on est Ouais. une très petite équipe. Voilà. Et pouvoir déployer et Voilà. répondre à la demande aussi En qui fait, va probablement monter. c'est ça, voilà. Aujourd'hui, on ne mesure pas. Tout à l'heure, je disais, on voit que sur les autres appels à projets, on tourne autour de 60 à 70 dossiers, et puis à peu près 50% sont retenus. Donc nous, il n'y a pas ce critère de dire, comme on ne finance pas directement, nous on oriente. Donc aujourd'hui, on ne mesure pas bien la proportion de dossiers qui sont orientés, parce que peut-être dans ceux qui vont déposer les dossiers, il y aura des dossiers qui ne seront pas effectivement soit dans l'habitat API ou qui seront complètement à côté de la plaque. Donc ce ne sera pas forcément facile d'orienter, donc il y aura besoin d'avoir des informations complémentaires, enfin, donc un travail itératif. Mais comment dire, après, dans le temps, voilà, on ne mesure pas la quantité de dossiers que ça pourra représenter. Il y a une question sur, il y a une question sur le fait que ce soit bien un comité national et non pas des comités régionaux, ce comité d'orientation. Oui, un comité national, mais comme vous avez effectivement des acteurs qui ont des ramifications locales, hein, que ce soit la NSA, la CNAV avec les CARSAT, que ce soit la GIRCALCO, hein, eh bien, on sera amené, en fonction des dossiers, et donc à orienter, hein, ces dossiers plutôt vers effectivement les acteurs, les financeurs locaux du territoire auxquels ces porteurs de projets appartiennent. Hein. Voilà. Et pour l'instant, ce travail justement de lien et de tissage avec les acteurs régionaux, y compris avec la conférence des financeurs de l'habitat inclusif pour les conseils départementaux, ces liens-là, ils sont à tisser, le process, on va dire, est à créer en fait. Absolument. Alors, donc avec les acteurs nationaux, donc ça, on l'a déjà. On est d'accord avec les acteurs nationaux pour avoir les référents locaux, donc enfin, qui dépendent d'eux. Après, on a des premiers échanges avec des départements, mais voilà, c'est pas effectivement suffisamment construit, étant entendu que l'idée, c'est d'apporter des projets, peut-être de pouvoir orienter les projets vers des conférences des financeurs, et réciproquement, hein, ces conférences des financeurs puissent aussi peut-être orienter les projets vers la plateforme pour cibler d'autres financeurs. Parce que les conférences des financeurs, elles ne sont pas toutes pas toutes mises en place sur le territoire, d'une part. Elles sont d'inégales compositions. Hein, on n'a pas toujours les mêmes interlocuteurs autour de la table. Et donc, ce qui est important, c'est effectivement de pouvoir faire ce lien pour pouvoir, notamment, c'est des conférences qui sont
qui sont à leur balbutiement, et bien donc de pouvoir profiter d'autres types de financement. Alors je ne veux pas monopoliser la parole, mais il y a une autre question dans la conversation qu'on va peut-être prendre après, mais sur la question de l'accompagnement des porteurs de projets, il y a la question de les réorienter vers les financeurs, vers les bons financeurs. Et puis, il y a tout ce que vous avez aussi expliqué avec des fiches méthodologiques pour les faire monter en compétence, ces porteurs de projets, pour que voilà, ils ne partent pas de rien et surtout qu'ils pensent à toutes les étapes du projet et qu'ils se structurent si besoin sur ces différentes étapes. Là aussi, avec quel lien sera fait avec des accompagnateurs très locaux? Tout à l'heure, la CRES, Karine Féniès de la CRES a présenté les réseaux qui incubent des projets et qui sont au plus près à la fois de la connaissance des besoins des territoires et de ce type d'acteurs. Donc, il y aura aussi une réorientation vers des porteurs de projets, des accompagnateurs locaux, finalement? Oui, bien sûr, oui. Bien sûr, c'est une plateforme d'orientation vers de l'accompagnement et du financement. D'accord. Et alors, j'ai une autre question. On a beaucoup parlé des porteurs de projets, mais dans votre introduction, vous évoquiez aussi le fait que les collectivités locales, les communes, les communautés de communes, et j'en parle là parce que je sais que parmi nos inscrits, il y a beaucoup d'élus ou d'agents de collectivités locales. Ils sont les uns les autres très sollicités, ou par des personnes âgées, ou par des porteurs de projets, ou eux-mêmes voient bien que les réponses qu'ils peuvent apporter à leurs citoyens qui vieillissent sur leur territoire ne sont pas complètement satisfaisantes en l'état et que donc peut-être il y a d'autres choses à créer. Et dans ce que l'on perçoit aujourd'hui de la plateforme API, elle est très orientée réponse à des porteurs de projets. Et donc ma question, c'est comment on aide toutes les collectivités locales, alors celles qui sont qui sont un peu costauds et qui ont des agents qui sont en capacité de faire de l'ingénierie de projet, et ben elles s'en sortent plutôt bien. On le voit nous sur nos métropoles notamment, mais sur des plus petites collectivités, vers qui finalement peuvent-elles se retourner? Nous, on voit bien qu'elles sont un peu en déshérence sur ces questions-là. Mais je les laisse aussi réagir soit dans la conversation, soit en demandant la parole. Je vous laisse répondre, Monsieur Roland. Oui, ben c'est vrai. Alors, on a fléché plutôt porteurs de projets parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de porteurs de projets qui se manifestent sur ce dossier, mais il y a les collectivités. Mais c'est vrai que par rapport aux collectivités, il y a déjà quelques réponses qui sont apportées, puisque on a les programmes Action Cœur de Ville, les programmes Petites Villes de demain, voilà, dans ma présentation, je parlais de l'AMI Petite Ville de demain, bien vieillir en Petite Ville de demain. Bon, voilà, donc derrière, il y a des financements, des accompagnements, des fléchages qui sont identifiés. Vous avez le fonds d'appui pour des territoires innovants seniors, aussi, du réseau francophone des dynamiques des aînés, auquel les collectivités peuvent prétendre pour avoir des crédits d'ingénierie, notamment qui vont être apportés par la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts va mettre une enveloppe significative dans ce fonds pour apporter des crédits d'ingénierie pour aider justement à transformer les projets par rapport aux difficultés que peuvent rencontrer les collectivités, les petites collectivités. Donc voilà, il y a déjà un certain nombre de réponses. C'est pour ça qu'on a fait ce choix de travailler d'abord sur les porteurs de projets, parce que c'est quand même beaucoup eux qui sont mobilisés et qui travaillent avec des usagers qui sont à la manœuvre. Et en effet, par rapport aux collectivités locales, on a encore un sujet à regarder. Donc, mais vous voyez, mais je vois bien par rapport aux questions qui sont posées que c'est d'ailleurs très très satisfaisant, puisque ça veut dire que la plateforme elle répond à un besoin. C'est tout à fait sa raison d'être, mais il faut être aussi indulgent parce que elle est récente et on chemine, on essaie de construire étape par étape avec déjà pas mal d'informations et pas mal de choses à disposition, et notamment ce formulaire qu'on a
commencé à construire, qui est encore un formulaire d'orientation, vous voyez, et puis avec le souci de simplifier la vie des porteurs de projets pour qu'ils ne passent pas non plus un temps fou à remplir ce formulaire. Donc voilà, on a beaucoup travaillé de façon à ce que ce soit des cases à cocher, pas trop de choses à écrire, et que ce soit assez simple et rapide pour les porteurs de projets. Merci, mais ne vous inquiétez pas, nous serons indulgents dans la région des Pays de la Loire. Nous essayons d'être et de rester indulgents. Donc, bien sûr, c'est déjà un énorme progrès que cette plateforme. Donc, nous, on fera tout pour que les articulations se fassent le mieux possible. Justine, tu voulais... Alors oui, il y a d'autres questions en effet, Monsieur Roland, à savoir, est-ce qu'il y a des locaux sur le 44? Est-ce qu'il y a des antennes finalement physiques Ah sur non, le... non, non, Ah, non, on non, est vraiment que non, sur... non. Non, 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 il n'y a pas de. C'est vraiment local aujourd'hui. Le siège social de l'association est à la Fondation des Petits Frères des Pauvres. Voilà, mais voilà, on est chacun dans nos locaux. Enfin, vous voyez, pour l'instant, on est quand même Très bien. Et une autre question est de savoir si API permet de savoir si sur le territoire, il y a déjà plusieurs projets à l'identique sur un territoire donné. Alors ça, c'est les réseaux sur lesquels on s'appuie qui pourraient le dire. Non, pour l'instant, on est en train de travailler sur la cartographie. Non, je ne peux pas vous répondre de façon très précise à cette question. D'accord. On a une autre question d'un CCAS. Est-ce que ce statut peut être considéré comme porteur de projet? Oui, absolument. Donc, en fait, vous allez vraiment répondre à tous les types de porteurs de projets, quel que soit leur statut, qu'ils soient collectivité locale, ESS, pas ESS, privé, etc. C'est l'idée, hein, c'est vraiment l'idée. L'idée, c'est de ne pas laisser un porteur de projet orphelin de réponses. C'est très ambitieux. Hein, c'est extrêmement ambitieux, c'est pour ça que je disais qu'il faut être indulgent. Mais voilà, à partir du moment où il y a un alignement des planètes, un alignement des financeurs voilà, autour de la table et que chacun partage et que les stratégies, hein, comme ça a été bien dit tout à l'heure, notamment pour la GERCACO, où toutes les stratégies se construisent, mais bien de façon complémentaire, voilà, ça va faciliter les choses. Hein, mais on voit bien que aujourd'hui, les stratégies soit sont en train de s'écrire, soit vont se réécrire. Donc, parce que aujourd'hui, voilà, il y a un certain nombre peut-être des financements qui se marchent un peu sur les pieds. Donc, comment on intervient de façon davantage complémentaire. Et c'est ce travail partenariat, ce travail en réseau qui devrait permettre de bien le construire. Je continue parce que il va y avoir encore une autre question, mais dans la conversation, j'en ai une de mon côté sur la formation. Donc, vous avez parlé de montée en compétence des porteurs de projets avec plutôt des éléments, enfin des outils en ligne sur la plateforme pour que des fiches méthodologiques, ce genre de choses. Est-ce que demain vous envisagez d'aller plus loin, je ne sais pas, avec un MOOC des porteurs de projets d'habitat partagé, inséré, etc., voire des déclinaisons de formation en présentiel? Alors, en effet, l'idée, c'est aussi de pouvoir mettre un MOOC à disposition, donc au-delà de la formation qui existe, peut-être organiser des journées, par exemple le réseau APA organise des journées territoriales, donc peut-être l'occasion de s'appuyer sur cette démarche donc du réseau APA. Bon, voilà, il y a des choses qui existent déjà et il y a des choses qui sont encore à construire. Effectivement, sur cette partie montée en compétences. Mais on voit bien aussi que le passage par les structures d'accompagnement apporte déjà beaucoup de réponses hein, pour des projets. Donc, Alors, Monsieur Roland, on a une autre question sur les critères qualitatifs que vous avez au sein de la plateforme pour retenir les projets. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
partir de quels critères vous allez retenir ou non un projet? Je ne vais pas détailler là, je laisserai les personnes découvrir le formulaire, hein, voilà. Après, comme je disais, c'est une plateforme d'orientation, donc on a fixé un certain nombre de questions, voilà, pour répondre, et après, on va analyser ces dossiers. Encore une fois, je vous disais, on est en période de test, donc je peux difficilement vous répondre à cette question, puisque le test il n'est pas complètement finalisé. Bien reçu. Alors, de nombreuses questions ensuite sur les questions de confidentialité. Les porteurs de projets accompagnés resteront-ils anonymes ou bien leur identité apparaîtra-t-elle sur la plateforme? C'est la première question. Alors ça, effectivement, il y a dans les travaux auxquels j'ai participé, il y a effectivement ce sujet qui est posé. Effectivement, on demandera au porteur de projet s'il veut être présent sur la plateforme ou pas. Et puis après, on verra effectivement avec lui sous quelle forme il souhaite l'être. Voilà. Mais à partir du moment où il y a une fiche qui dit c'est sur telle commune, c'est assez facile après de retrouver. Donc voilà. Mais ça, là, effectivement, la question sera posée. Et toujours dans cette logique de confidentialité, est-ce que la confidentialité est assurée aux porteurs sur leur projet? La confidentialité est aux porteurs sur leur projet. Bah, c'est-à-dire que, en fait, que l'idée d'un porteur ne soit pas reprise par un autre. Je pense que c'est ça derrière la question. Ah oui, d'accord. Ah, oui, enfin voilà, après, effectivement, oui, c'est ça, effectivement, le projet reste entre nos mains et comme on disait tout à l'heure, on va demander au porteur de projet s'il souhaite qu'on diffuse l'information ou pas. Donc, à part les financeurs vers qui on va orienter, ce seront les seuls qui à avoir, entre nous et les financeurs, ce seront les seuls à avoir la connaissance du projet. Alors, une autre question de la commune de Chaumes-en-Ré, qui comprend 7001 habitants, c'est très précis. Ils ont donc pour projet la construction d'un habitat pour les seniors, une dizaine de logements environ. Est-ce que la plateforme API peut nous accompagner dans les différentes étapes de ce projet, de son étude à la finalisation, ou sommes-nous trop petits? Vous avez déjà répondu, je pense, à la question. Oui, parce qu'en effet, il n'y a pas de. Alors oui, aussi important, c'est important cette notion de taille. Euh, alors, nous, ce qu'on vise, c'est des projets à taille humaine. Alors après, vous allez me dire, c'est quoi une taille humaine? Bon, il y a des grands et des petits. Bon, donc voilà, donc c'est voilà, mais on est à peu près dans cette jauge, hein, de 10, 15, voilà, de logement. Après, la commune, alors je ne sais pas, la commune, compte tenu de son nombre d'habitants, je ne sais pas si elle est petite ville de demain, mais elle peut bénéficier d'accompagnement du côté de la petite ville de demain. Mais ouais, aussi, mais il y a besoin si la commune est porteur de projet elle-même, elle pourrait être accompagnée. En fait, il faut vraiment distinguer quand la commune est porteur de projet elle-même et quand elle est, quand elle est dans l'expression des besoins sur sa commune, mais qu'elle attend d'un porteur de projet qu'il prenne en main un projet, qu'il le monte et qu'il l'exploite ensuite. C'est souvent le Donc, cas. C'est souvent le cas, hein, c'est souvent le cas. Les communes ont des projets, mais voilà, elles ont une idée, elles cherchent un porteur de projet qui va pouvoir voilà, complètement matcher avec son projet et donc et pouvoir le décliner, hein. C'est souvent le cas. Alors, Madame Garot, puisque c'est vous qui avez posé la question, est-ce que la réponse que Monsieur Roland a apportée et vous satisfait, est-elle claire ou avez-vous besoin de précision? Non, non, oui, effectivement, donc j'en conclus qu'effectivement, vous pouvez nous accompagner dans ce projet. Donc, mais vraiment, parce que nous, voilà, c'est pas notre métier premier finalement, donc on a tout à faire puisque là, on a juste, en fait, du foncier, et notre projet, alors on a fait une étude, hein, sur notre commune du besoin de nos seniors de plus de 75 ans. Et effectivement, il en ressort que le logement
partagés, ce n'est pas tout à fait ce qu'ils veulent, mais plutôt des petits logements avec des services derrière. Donc, sur ce type de projet, vous pouvez nous accompagner. Enfin, la plateforme peut nous accompagner. Et là, vous, comment dire, vous voulez faire vous-même. Vous ne voulez pas passer par un porteur de projet qui… Voilà, on cherche. Là, on commence l'étude, en fait. Donc, on a fait déjà l'étude auprès de notre population, des seniors. Et maintenant, voilà, donc il faudrait plutôt qu'on passe par un porteur de projet, vous pensez? Ah bah, après, c'est selon vous, mais bon, c'est vrai que après, c'est dans le temps, si vous voulez. Après, la difficulté par rapport à ces projets, c'est qu'il faut un minimum de professionnalisation. Hein. Oui, c'est ça. Donc, il faut derrière, si on est sur l'habitat inclusif, vous allez avoir un projet de vie sociale et partagée à mettre en place, projet de vie sociale et partagée qui, imaginons que vous avez 10 logements, bon voilà, donc vous allez réussir à avoir les 10 personnes qui sont en phase avec vos projets de vie sociale et partagée, et puis bon, une personne s'en va, bon, il va falloir remettre une nouvelle personne, et il faut représenter le projet de vie sociale et partagée. Voilà. Qui peut être donc, re-questionné, qui peut voilà, être un peu revu à la marge, parce que pour la personne qui arrive, il y a des petites choses qui ne lui vont pas. Bon. Donc, vous voyez, c'est quand même un gros travail. Donc, c'est bien d'avoir affaire à des porteurs de projets qui vont s'investir là-dessus, qui vont le faire, qui vont s'inscrire dans la durée, qui vont… Mais style MSA ou des choses comme ça, en fait, des porteurs de ce type-là. Une association qui va… alors, qu'est-ce que vous pouvez avoir sur le territoire, parce que vous êtes en Bretagne, je n'ai pas trop en tête là, mais vous avez… par exemple, vous avez Habitat des possibles qui peut faire ça. Vous avez… Acopa Chaumonré, c'est la Comcom du Pays de Ré. Oui, c'est ça. Donc, par exemple, Acopa qui travaille sur la Loire-Atlantique. Oui, mais donc, vous pouvez avoir aussi Acopa effectivement qui travaille sur la métropole nantaise, effectivement qui peut aussi accompagner. Enfin, voilà, mais ça tout dépend effectivement du projet lui-même. Quel type de projet qui est souhaité. On est au début. On est au début du projet. Si c'est de la simple colocation ou ça va être bien au-delà. Laure Lacour, je vois que vous vouliez réagir. Non, mais pas forcément. Je voyais que vous évoquiez Acopa, donc voilà, j'ai affiché, en effet, hein, on est aussi à disposition pour échanger si vous souhaitez. Voilà, si vous avez besoin qu'on échange à ce sujet, il n'y a pas de souci. Merci. Je vais prendre vos coordonnées. Merci. Avec plaisir. Et puis, on a aussi, en réponse à votre sollicitation, le cabinet d'architectes Faro, Fabienne Pommier. Peut-être que vous pouvez prendre la parole et dire ce que vous avez mis dans la conversation. Ce sera plus vivant en cette fin de travail. Bonjour. Donc, j'ai suivi effectivement toutes les informations très intéressantes qui vont, je pense, permettre de bien compléter donc, le travail que nous pouvons aussi faire avec des groupes qui viennent nous trouver. Notamment là, on travaille avec 2 groupes. Un des 2, vraiment principalement composé de personnes assez âgées, qui regrettent un petit peu le côté, le manque de transgénérationnel. Mais voilà, finalement, le projet va se faire. Alors, pour répondre à la question qui a été posée précédemment, le groupe est accompagné d'un assistant à la maîtrise d'ouvrage. Donc, il y en a de nombreux qui pratiquent ce genre de profession. Et en collaboration avec l'architecte, on peut réaliser une étude préliminaire. Donc, comme disait M. Roland, voilà, il s'agit d'un premier acte professionnel, en effet, et qui permet d'avoir un dossier qui, après, peut être soumis aux différentes instances qui peuvent délivrer des financements. Mais voilà, nous sommes un des premiers maillons de la chaîne. Et c'est pour ça que ça m'intéressait particulièrement ce webinaire. Merci beaucoup pour cette intervention. Et dans la conversation, il y a eu aussi d'autres suggestions de fait, notamment du réseau.
Habitat Participatif Ouest. Oui, tout à fait. Effectivement, avec beaucoup de ressources. Justine, est-ce que tu vois d'autres commentaires dans le... Alors, il y a eu des commentaires qui n'étaient pas forcément des questions. Hop. Je te laisse les reprendre. Moi, j'arrive plus à accéder à ma souris, donc voilà. Ah si, ça y est, là, voilà. Bientôt 19h, c'est peut-être pour ça. C'est ça. Alors, attends, je remonte tranquillement. Mais je pense qu'on a quand même... Ah si, peut-être... Marianne Simino, vous signaliez, je ne sais pas si vous êtes toujours en ligne, que l'ANCT organise le Forum des solutions pour présenter des réalisations et qu'il serait intéressant de s'appuyer sur ce dispositif pour illustrer des réalisations API. Et je dois vous avouer que je n'ai pas tout compris à votre remarque. Donc, si vous pouvez la commenter, n'hésitez pas. Et sinon, bah, si les autres ont compris, tant pis pour moi, tant mieux pour vous. Je ne sais pas si Marianne Simino est toujours là. Oui, je pense que ce qui a voulu être évoqué, c'est que, en effet, dans le cadre de l'AMI Petite Ville de demain, eh bien, il y a un certain nombre de projets qui vont être soutenus et donc on a échangé d'ailleurs avec la NCT là-dessus sur c'est une question que j'ai posée, mais donc je n'ai pas encore complètement la réponse, mais de pouvoir partager aussi les projets qui ont été primés et donc de pouvoir les partager sur la plateforme API. L'idée sur la plateforme API, c'est vraiment ça, hein. Tout à l'heure, je voyais la CRES qui a présenté l'étude. C'est une plateforme de partage, hein, donc il faut qu'on donne du contenu, hein, vraiment à cette plateforme, et donc toute information qui pourra enrichir le plus possible les porteurs de projets par rapport aux informations qu'ils cherchent, elle est la bienvenue sur la plateforme. Donc voilà, donc on met un petit paragraphe, voilà, qui introduit un peu l'interlocuteur, le partenaire, et puis on met un lien, voilà, pour aller récupérer l'information à un endroit. On préfère avoir ce système parce qu'on voit bien que, notamment comme il n'y a pas de lien particulier pour l'aide à la vie partagée, eh bien, on voit bien que voilà, prendre de la mise à jour. Donc, tout de suite, si on a un lien et qui envoie sur le document qui sera mis à jour au fur et à mesure, c'est quand même plus simple. Et plus sécure pour le projet. Nous avions donc un autre commentaire également de Madame Guillon qui indiquait que dans le 49, il y a une cartographie qui permet d'avoir une vision globale intéressante pour les collectivités et aussi les porteurs, avec l'importance qu'un projet doit aussi s'intégrer dans une approche globale sur les besoins. Hop là, et il me semble qu'entre-temps, il y a eu un autre commentaire donc de Madame Pommier, l'association L'éco-habitant aide le groupe à formuler ses besoins et son projet social. Et Monsieur Caro qui indique: je consacre ma retraite depuis 1997 à un travail sur apprendre à bien vieillir longtemps. L'habitat est un problème qu'il faut travailler très tôt. Je pense que ce que souligne Monsieur Caro, c'est vraiment cette dimension de... alors peut-être pour reboucler aussi avec ce que disait notre président en introduction sur cette dimension de comment les uns et les autres, au fur et à mesure de notre avancée en âge, on se met en réflexion par rapport à nos choix de vie et à nos choix résidentiels. Et que se mettre en réflexion juste peut-être au moment où la collectivité vient proposer un projet, ben c'est sûrement déjà trop tard pour vraiment se mettre en chemin. Et qu'effectivement, non seulement il ne faut pas attendre d'être en perte d'autonomie, mais c'est comment, sur les territoires, et nous, ça nous semble un grand enjeu, comment on suscite la réflexion d'un maximum de personnes qui vieillissent pour qu'elles n'attendent pas le dernier moment pour se poser des questions par rapport à leur choix de vie et leur choix de lieu de vie résidentiel. Mais là, il y a aussi un gros chantier. Là, on est clairement dans une brique de la prévention, hein. Clairement dans ce sujet. Et d'ailleurs, on peut souligner tout le travail qui est notamment fait par les CARSAT, hein, pour sensibiliser
Et malgré ça, voilà, on voit qu'il y a toujours des difficultés. Vous avez entendu parler du plan anti-chute, hein, c'est vrai qu'on arrive à des situations qui sont assez étonnantes, où il y a 10 000 décès par an liés à des chutes, donc à peu près 50% qui sont liés à des chutes dans la salle de bain, parce qu'on a une baignoire et pas une douche, alors qu'on a 3 000 accidents de la route. Hein, et alors qu'on était aux environs de 10 000 aussi avant. Hein. Donc on voit tout l'aspect prévention, l'impact de tout l'aspect prévention et effectivement d'intégrer que vieillir, voilà, c'est une donnée, il faut l'intégrer. Et que, en effet, quand on augmente en âge, eh bien, il faut enlever des tapis, il faut enlever des meubles, puis voilà, tout ce qui permettrait de générer une chute. Et puis, il faut accepter de changer aussi de chez soi. Hein. Il s'agit bien de retrouver un chez soi. Et dans cette démarche de l'habitat API, c'est vraiment deux choses, à la fois cette notion de choix, donc de choix de chez soi, et puis ce choix de pouvoir faire un peu ce que l'on veut avec qui on veut. Hein. Donc, c'est pouvoir, et ça c'est très important dans cet habitat alternatif, c'est de pouvoir choisir aussi le prestataire qui va m'accompagner. Alors, il y a Mireille Evenot qui rebondit sur, je crois, mon propos par rapport au fait de se mettre en chemin suffisamment tôt dans notre réflexion. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir en région un des administrateurs de Solia qui s'appelle Bruno Parmentier, qui a écrit un livre à destination des personnes du même âge que lui, pour les stimuler à commencer à réfléchir. Donc, elle nous a mis, Madame Evenot nous a mis dans la conversation le titre du livre « Bien logé pour mieux vieillir, s'y préparer activement ». Il est paru aux éditions RS en 2020. Et je sais aussi que M. Parmentier est prêt à intervenir dans des conférences, dans des groupes de travail. Donc, ça, c'est plutôt à l'adresse des collectivités locales, mais ça peut être intéressant de le faire intervenir parce que c'est une personne qui vieillit, qui parle à d'autres personnes qui vieillissent et non pas, des gens plus jeunes qui plaquent des idées ou des représentations sur ce que devraient faire les autres. On est toujours beaucoup plus à l'aise à donner des conseils qu'à se les appliquer à soi-même. Donc là, l'intérêt du travail de Bruno Parmentier, c'est qu'il est en capacité de parler de pair à pair, PAIR à PAIR. Justine, il y a d'autres commentaires? On va clore notre travail dans une dizaine de minutes. Donc, je lis en même temps, Elisabeth. Okay. On voit aussi le travail par rapport aux questions qui sont posées, effectivement, l'importance de réseaux d'accompagnement qui sont cités. Voilà, c'est l'importance de ce travail qu'on doit faire aussi de recensement un peu de toutes ces structures d'accompagnement que les réseaux connaissent sûrement beaucoup mieux que moi. Les réseaux avec lesquels on s'est associé. Peut-être le temps pour toi qui est un acteur de l'habitat intergénérationnel et de la cohabitation intergénérationnelle même. Vous vouliez passer un message spécifique? Alors oui, merci de me donner la parole. Effectivement, donc l'association Le Temps pour Toi, c'est de la cohabitation intergénérationnelle. Donc le principe, c'est un hôte hébergeur qui met une chambre de son logement à disposition d'un hébergé, sachant que l'hébergé peut être âgé de 16 à, on a une demande pour un hébergé qui est âgé de 58 ans. Donc ça peut être une personne étudiante ou une personne en reconversion professionnelle ou en reconversion professionnelle, mutation professionnelle aussi. Le principe, c'est que ça permet à la personne de vieillir vraiment chez elle, elle reste chez elle, et la présence bienveillante d'un hébergé lui permet d'être en toute sécurité. Actuellement, et encore ce matin à notre réunion de coordination, on faisait le point avec les collègues,
et on est en recherche d'hébergeurs, en fait, parce qu'on en a reçu beaucoup de demandes d'héberger. Le partenariat avec les écoles, notamment l'école Brassard, mais pas seulement, l'université de Nantes, l'université d'Angers, fonctionne très bien. Et là, voilà, si on pouvait avoir des hébergeurs supplémentaires, mais on serait très content. Donc, si dans votre entourage, vous connaissez des personnes que ça peut intéresser, en fait, d'accueillir quelqu'un chez eux le temps d'une année scolaire, elles sont les bienvenues. Vous allez sur le site Le Temps pour Toi et on sera ravis de travailler avec elles. Merci. Je vous en prie, effectivement, au-delà de l'habitat qui était l'objet de notre travail ce soir, il y a la cohabitation intergénérationnelle qui est une belle idée et qui est très bien acceptée côté personnes plus jeunes et qui a plus de difficultés à acheminer côté personnes qui vieillissent. Donc, il faut aussi promouvoir ce type d'offre parce que ça peut répondre à certains besoins, mais encore faut-il la faire connaître et c'est le gros travail que vous menez autant pour toi, mais aussi qui est mené par d'autres associations. Monsieur Galvez, on n'avait pas prévu que vous repreniez la parole, mais comme notre président est parti pour une autre réunion et il nous avait prévenu, est-ce que vous souhaitez reprendre la parole, quelques mots pour conclure notre temps de travail, sachant que je me permettrai vraiment de le conclure en donnant moi la date du prochain, du premier Colabinov Habitat Inclusif auquel nos adhérents pourront participer. Oui, alors juste en quelques mots pour la conclusion peut-être, c'est de dire qu'en fait, on voit que l'habitat partagé et inclusif et accompagné suscite beaucoup d'intérêt. On a tous beaucoup de préoccupations, de questions sur le sujet, que ce soit les collectivités, les porteurs de projets aussi en termes d'orientation. C'est comment on fait ensemble aussi toutes ces choses et ces projets, comment on les réalise. Du coup, c'est un sujet qu'on voit qui a encore besoin d'être défriché. On voit que cette plateforme API, c'est un outil qui arrive, qui est intéressant, qui est attendu, qui va apporter un service qui sera un service qui vaut ce qu'il vaut aujourd'hui à date, qui sera certainement amélioré aussi prochainement. Mais en tout cas, ça répondra déjà à un certain nombre de besoins et d'orientation. En tout cas, après, il faut qu'on en fasse la promotion, qu'on la fasse connaître aussi. Il y a, comme le disait également M. Roland, et beaucoup d'initiatives qui sont créées également. Déjà aujourd'hui, on a beaucoup de têtes de réseau aujourd'hui aussi qui commencent à avoir une belle visibilité également. On parlait tout à l'heure d'Acopa ou d'autres acteurs. On a parlé aussi du réseau APA. Je pense que tous ces acteurs contribuent à l'émergence de ces nouvelles formes d'habitat. Et après, il nous faut aussi aller porter ces sujets auprès des personnes âgées aussi pour les sensibiliser sur ces nouvelles formes d'habitat alternatives. Et après, comment on se met tous autour d'une table et qu'on travaille tous dans le même sens pour apporter ces nouvelles solutions d'habitat aux personnes qui en ont le plus besoin. Mais c'est intéressant et on voit que ça suscite en tout cas le débat. Et notre partenaire, les Écosolides, avec qui on travaille, qu'on a cité aussi tout à l'heure, travaillent aussi beaucoup de leur côté avec le Lab justement Habitat. Et on voit toutes ces initiatives qui émergent. Alors ici, on a la chance d'avoir une région qui est très prolixe en initiative. On voit que certains départements sont un peu plus pauvres en la matière. On voit aussi que ça concerne beaucoup d'agglomérations très ciblées. Après, il y a beaucoup de besoins aussi en ruralité et énormément de besoins et il ne faut pour autant pas les oublier non plus. Alors après, c'est comment on initie ces projets, comment on les porte et comment on les valorise. J'espère en tout cas que nos fédérations vont nous apporter un soutien important aussi dans ce domaine et des moyens, bien évidemment, parce que c'est aussi et souvent des questions de moyens. Au-delà de l'engagement de tous, c'est aussi des questions de moyens essentiellement. Et puis ensuite, c'est une fois que ces habitats sont créés, c'est comment on les fait vivre. C'est aussi tous ces projets de vie. C'est pas simplement un habitat. Une fois qu'il est là, c'est qu'une petite partie de l'histoire qui est écrite. Après, il faut faire vivre ces projets de vie, comment on apporte du service dedans, comment on mutualise les services à l'intérieur aussi, comment on accompagne les gens à vivre dans cet habitat dans l'allongement de leur vie, bien évidemment. C'est aussi un moyen peut-être de faire des économies d'échelle en apportant des services et les mutualiser. Enfin, il y a vraiment tous ces projets et je pense que, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, il y a énormément de formes d'habitat dans ce domaine différents, en fait, qui dépendent d'une sensibilité, d'un besoin, des futurs habitants, de leurs besoins aussi.
Mais en tout cas, c'est des sujets qui passionnent et on voit bien aujourd'hui, vous avez eu beaucoup d'intérêt, beaucoup de participants, donc on voit bien que c'est un sujet qui passionne les esprits. Donc, et tant mieux. En tout cas, plus on en parle, plus on fera des choses et plus on fera avancer ce sujet-là. Merci beaucoup, Monsieur Galvez. Merci beaucoup, Monsieur Roland, pour la présentation de la plateforme, vos réponses aux questions, parce que les questions ont été fournies. Merci aussi à Karine Feignes pour son intervention préalable. Donc moi, je vous disais en entrée au début de notre réunion qu'on allait mettre en place un Collab Innov Habitat inclusif pour nos adhérents. Et le premier travail qu'on va essayer de mettre en œuvre ensemble, c'est justement de dresser l'état des lieux du qui fait quoi en termes d'accompagnement à l'échelle de chaque département sur la région des Pays de la Loire, puisqu'on voit bien déjà dans la conversation, il y a eu beaucoup de noms qui ont été cités, mais ça nous semble important d'essayer de mieux comprendre le qui fait quoi, justement pour faire le lien avec le national et qu'on puisse répondre au mieux aux différents besoins des porteurs de projets. Donc, pour la première réunion de ce Collab Innov Habitat inclusif, je vous l'ai mis dans la conversation. Il aura lieu le vendredi 30 septembre matin, de 9h30 à midi, par visioconférence, parce que je pense qu'on sera encore très nombreux et qu'on on s'accordera ensuite, comme on le fait toujours sur nos Collab Innov, on s'accordera entre adhérents pour savoir comment on veut cheminer, de quelle manière pratico-pratique, est-ce qu'on doit créer des sous-groupes de travail comme on a pu être obligé de le faire sur d'autres Collab Innov. Et donc, on verra le 30 septembre à partir de déjà la composition de ce Collab Innov et qui en fait partie, comment on s'organise très concrètement avec, je le rappelle quand même, pour objet premier, d'essayer de dresser un inventaire du qui fait quoi en termes d'accompagnement des porteurs de projets à l'échelle locale, c'est-à-dire département par département. Et cette cartographie, on peut la faire qu'en la co-construisant, puisqu'il y a des accompagnateurs de types, de natures différentes et sur tous les départements organisés aussi de manière différente. Voilà, je vais donc conclure cette conférence en vous remerciant les uns et les autres d'y avoir participé, d'avoir été actifs, participatifs, comme nous avons l'habitude maintenant avec Justine de vous entendre et de vous voir participer à nos différents groupes de travail. En tout cas, merci. Je suppose que vous renouvellerez votre intérêt dans le cadre de notre Collab Innov. Et encore merci à nos intervenants principaux, à Monsieur Roland, à Karine Feignes et à Claude Galvez pour leur intervention. Bonne soirée à tous. Merci à toutes et tous. Au revoir, bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir.